2, 1, c'est bon. Je m'appelle Moussaka, je suis psychologue profession. D'accord. Nous avons vu aujourd'hui qu'il y a pas mal de jeunes qui tentent aujourd'hui l'immigration irrégulière. Et nous voulons avoir votre avis en tant que psychosociologue sur ça, à savoir quels sont les facteurs psychologiques qui peuvent pousser une personne à choisir l'immigration clandestine plutôt que les voies légales. Oui, les facteurs psychologiques peuvent être multiples. Je vais dire d'abord, souvent quand on parle de l'immigration clandestine, on donne plusieurs facteurs. Il y a les facteurs sociaux, on va parler de facteurs économiques, on va parler des questions d'emploi. Mais ce qu'il faut savoir, le soubassement de tous ces facteurs-là sont d'ordre psychologique. Et parmi ces facteurs d'ordre psychologique, on peut évidemment citer la question du désespoir, reliée à la question de l'espoir, parce que les deux sont liés. Ce qui fait le désespoir dans un pays bien donné offrirait peut-être de l'espoir quand on va de l'autre côté. Cela veut dire quoi? Cela veut dire l'espoir pour un individu d'avoir un emploi décent et durable dans son pays, combiné au fait qu'aujourd'hui, la voie régulière elle est presque inexistante pour les catégories de personnes qui veulent en tout cas chercher un mieux-être ailleurs. C'est ce qui fait qu'effectivement, en perdant l'espoir de trouver un emploi décent et durable, en perdant l'espoir de voyager de manière régulière, on choisit effectivement la façon irrégulière avec tous les risques que cela comporte. Maintenant, autant que le désespoir justement de pouvoir voyager de manière régulière elle est grande, autant que l'espoir de trouver un mieux-être ailleurs est grand. C'est-à-dire le minime espoir qu'on a, parce que le plus souvent, ceux qui empruntent les voies irrégulières savent fondamentalement qu'il y a des risques et les risques sont élevés. Mais le minime espoir qu'ils ont, effectivement, pour pouvoir réussir ailleurs, les pousse à y aller. Donc, premier facteur psychologique. Deuxième facteur psychologique, c'est lié fondamentalement à ce que moi je pourrais appeler la frustration. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont frustrés de ne pas pouvoir réussir, sont frustrés de voir leurs camarades qui ont eu à réussir, à partir, qui reviennent dans leur propre pays et sont considérés effectivement comme des héros, comme des gens qui sont parvenus à tout faire. Mais aussi à côté, la frustration est que tu es en classe avec quelqu'un ou bien tu es dans un environnement social avec quelqu'un parce que tout simplement il est proche d'un homme politique et tout d'un coup on voit cet individu-là qui du point de vue intelligent, du point de vue réussite académique, il n'a rien fait d'extraordinaire sinon parce qu'il a eu la chance d'être à côté d'un homme politique qui lui donne un poste de responsabilité, mais aussi qui lui donne tous les moyens possibles. Vous voyez, souvent ça peut créer la frustration. La frustration développe aussi ce sentiment d'être inutile dans une société où, effectivement, pour être considéré, il faut avoir, et pour avoir son mot à dire, il faut pouvoir faire quelque chose. Socialement, ça peut fondamentalement frustrer quand on voit dans l'espace familial, dans l'espace social, on est moins considéré que l'autre. Donc le sentiment d'être inutile, le sentiment d'être inapte dans une société où pourtant on a l'intelligence, on est sain, ça peut effectivement créer un sentiment de frustration et un sentiment d'être inutile. Le troisième aspect, c'est l'aspiration. Parce que les gens vont toujours donner
des raisons d'ordre économique, des questions d'emploi, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais la perception que l'individu a de l'emploi qu'il a au Sénégal, la perception des moyens qu'il peut trouver au Sénégal, justement, comparé justement à ce qu'il peut gagner ailleurs, s'il parvient à passer toutes ces difficultés-là, ce n'est pas du tout comparable. Parce que si on dit que c'est l'emploi ou bien c'est la formation, tu vas voir des gens qui ont eu la formation mais qui ont décidé de partir. Tu vas voir des gens qui ont de l'emploi décent et durable mais qui ont décidé de partir. Tu vas voir des gens qui ont les moyens pour survivre ici, mais ils décident de partir. Parce que, en plus de l'ambition, parce qu'eux tous, ils ont l'ambition. Mais l'ambition est encore différente de l'aspiration. L'aspiration est beaucoup plus profonde, va beaucoup plus loin. L'aspiration va beaucoup plus loin que l'ambition tout court. Nous tous, nous pouvons avoir l'ambition de réussir, mais l'aspiration fait que même si nous avons les mêmes moyens, nous vivons décemment, moi je peux aller plus loin que ça par rapport à l'aspiration. Ce fait est justement justifié par un entretien que j'ai fait récemment avec un jeune qui me dit: j'ai fait une formation en soudage. J'ai même payé moi-même j'ai payé ma formation pour avoir une spécialisation en soudage. J'ai payé 1 million par moi-même pour faire cette formation-là. Je n'ai pas eu l'emploi par rapport à cette formation-là, mais je l'ai eu parce que tout simplement, je faisais, par exemple, l'aviculture. Il me dit, pendant 10 ans, je faisais l'aviculture et c'est par ça. Mon père est décédé et c'est par ça que je faisais vivre ma famille. Quand je sors toutes mes dépenses, il peut me rester 300 000 francs. Je lui dis, moi, mon salaire, à la fin du mois, il ne peut pas me rester 300 000 francs. Et pourtant, lui, il a décidé, malgré cette opportunité-là, de pouvoir faire ses dépenses et qu'il lui reste à la fin du mois 300 000 francs, ce qui veut dire qu'il a un emploi quand même décent et durable. Mais est-ce que ça, c'est son aspiration? Son aspiration, ce n'est pas le fait qu'il lui reste justement 300 000 francs. Son aspiration, c'est de pouvoir construire peut-être des immeubles. Son aspiration, c'est de pouvoir avoir un véhicule, la sécurité. Son aspiration, c'est autre chose, autre chose, autre chose. Son aspiration, c'est de vivre ailleurs. Donc, ce qui fait que quand on parle justement de causes d'ordre psychologique, tout ça, ce sont des causes d'ordre psychologique. Maintenant, il faut aussi dire qu'il y a fondamentalement un discours latent au Sénégal. De plus en plus, c'est un discours sans pour autant que les hommes politiques ou bien les acteurs sociaux s'en rendent compte. Ils sont en train de pousser d'une certaine manière les jeunes à aller ailleurs. Quel est ce discours-là? En fait, c'est la dépersonnalisation des responsabilités. La dépersonnalisation des responsabilités, ce qui veut dire, quand toi aujourd'hui, malgré ta situation, tu prends une décision de partir, si tu meurs, ou bien quelque chose t'arrive, c'est comme qui dirait que c'est l'État qui est responsable de tout ce qui est arrivé à ces jeunes-là. Le fait de mettre dans la tête de tous ces jeunes-là, quand bien même ils décèdent, quand bien même ils ont des problèmes, c'est l'État qui en est responsable. C'est une sorte de déresponsabilisation à leur niveau. Dans leur mentalité, dans leur subconscient, ils vont dire: je ne suis pas responsable de ce qui est arrivé. Or, le fait de se déresponsabiliser, prêtez-moi le terme, fait que l'individu est prêt à tout. Donc, pour dire tout simplement, les motifs de départ sont multiples parce que la décision se prend au niveau individuel. 1000 personnes peuvent vivre la même situation de pauvreté, de désespoir, mais ils n'auront pas la perception par rapport à leur propre réalité.
Sûrement, ce jeune qui a 300 000 francs après avoir sorti toutes ses dépenses, un autre lauréat se serait déjà considéré comme immensément riche. Alors que lui, il se dit que cela ne me suffit pas. Donc, les causes profondes sont d'ordre psychologique parce que les décisions se prennent au niveau individuel et le soubassement est donc d'ordre psychologique. D'accord. Et pouvez-vous expliquer comment les dynamiques sociales et familiales influencent aussi sur la décision de partir clandestinement? Oui, je pense l'avoir brossé quelque part en disant que, par exemple, nous avons été à l'école ensemble. Moi, je réussis à l'école et toi, peut-être tu t'es arrêté au CM2, mais tu as eu la chance de partir en Espagne, en tout cas de partir ailleurs. Quelques années, moi, je continue jusqu'à aller à l'université, j'ai mon master, mais je ne peux même pas acheter du thé pour moi. Toi, tu es parti, tu as ton immeuble, tu as amené ton papa, ta maman à la Mecque, au niveau du quartier, quand tu reviens, on te salue à 2 mètres, tout le quartier fait du bamboula devant chez toi. À côté, justement, voilà, on ne me regarde même pas. Donc cette dynamique sociale autour de la question de l'avoir et non pas la question du savoir fait que ça peut pousser certains à aller effectivement à vouloir réussir et la réussite n'est rien d'autre que avoir suffisamment d'argent, être suffisamment riche. C'est la notion de réussite sociale même qui est ce facteur de motivation pour aller effectivement braver la mort. Parce que l'autre facteur psychologique même que je voudrais signaler, la représentation par rapport à ta propre vie et la représentation que tu as par rapport à la mort peut faire que tu décides de partir ou non. Vous voyez, même ne serait-ce que ça, qu'est-ce que ma vie vaut si la personne ne pense plus que sa vie est importante du fait du regard que les autres ont sur lui parce que tout simplement on le considère comme quelqu'un qui a échoué, même s'il a son master, même s'il a son doctorat, si la société le regarde comme quelqu'un qui a échoué, il va se sentir comme étant quelqu'un qui a échoué. Et ça peut être un facteur de départ. Aujourd'hui, nous avons vu une tendance on voit parfois des immigrés qui partent, mais arrivés à bord, ils se filment et commencent à montrer aux gens dans les réseaux sociaux qu'ils sont arrivés et que ça va, tout va bien et qu'ils ont réussi et tout. Est-ce que ce phénomène-là n'influence pas les autres à aller vers l'immigration? Justement, c'est un phénomène qui influence bien sûr. Parce que, vous savez, moi j'ai eu à faire des entretiens avec des migrants. Quelqu'un me dit, il est parti une fois, ça n'a pas marché. Il est revenu. Une seconde fois, il a tenté, ça n'a pas marché. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, mon problème, ce n'est pas le fait de ce n'est pas le fait, par exemple, que je n'ai pas les moyens pour vivre ici. Mais le fait est que je suis allé avec des gens, ils sont parvenus à entrer en Europe et moi, je ne suis pas parvenu à y arriver. Donc, c'est comme qui dirait que le fait de ne pas parvenir à arriver en Europe, c'est comme qui dirait que c'est ça son échec dans la vie. Alors pourtant, quand il partait de chez lui, il avait déjà un grand espace d'anacarde et de manguier où chaque année, au moins, il pouvait vendre ça à 2 millions, 3 millions. Et pourtant, il a laissé ça, il est parti. Donc, il me dit, dès que j'aurai l'occasion encore, je vais repartir. C'est ce qu'il m'avait dit au départ, même si après, il a changé d'avis. Et il a changé d'avis après vraiment de longs entretiens psychologiques. Donc, ce challenge-là, c'est comme qui dirait que aller jusqu'à là-bas, se filmer est un challenge de réussite, c'est un acte de bravoure, c'est un acte de réussite que tout jeune, effectivement, pourrait
être tenté de faire. Donc, justement, ça peut être un facteur, en plus du fait des gens qui sont partis là-bas, qui ont réussi et qui ont revenu, ne serait-ce que ça peut aussi être un facteur. D'accord. Et aujourd'hui, comment les psychosociologues peuvent-ils contribuer à la conception de politiques d'immigration plus humaines et plus respectueuses de la santé mentale des migrants clandestins? Oui, vous savez, les gens qui y vont, ils arrivent qu'ils vivent les pires moments de leur vie. C'est un désastre psychologique. Tu vois des gens qui sont convaincus, effectivement, c'est fini pour eux. Le fait de revivre, n'est-ce pas, en société, c'est extrêmement difficile pour eux. Maintenant, le plus souvent, l'erreur qui se fait dans la prise en charge de cette question-là, c'est de penser que c'est une question de financement. C'est de penser que c'est une question de formation. C'est de penser que c'est une question juste sociale, en oubliant la dimension psychologique. Cette dimension psychologique-là, tant qu'elle est mise à l'écart, la question de l'immigration sera difficile à régler. Donc, pour régler d'abord ce problème-là, il faut un consensus au niveau national. Qu'on ne cherche pas à politiser la question de la souffrance des jeunes et la question de l'immigration. Si on fait un large consensus en disant que les jeunes, ce sont nos jeunes à nous tous, nous devons leur tenir, je ne dirais pas un discours de vérité, mais un discours d'apaisement et de conscientisation. Ça aurait aidé justement à ne pas les pousser vraiment à dépersonnaliser, à se déresponsabiliser par rapport aux risques qu'ils prennent. Parce que dès lors que tu fais comprendre à la personne, ce n'est pas toi qui es la cause de ce qui t'arrive, la personne est prête à tout. Et malheureusement, le plus souvent, c'est le discours qu'on entend. Il faut, à mon avis, que l'on mette sur ces questions-là une conscientisation, donc mettre en avant les psychologues, les anthropologues, les psychosociologues, les impliquer carrément et fondamentalement, les sociologues, sur la prise en charge de cette question-là. C'est comme ça seulement ensemble que l'on parviendra à régler ce problème. Parce qu'on parle de phénomène. Quand on parle de phénomène, c'est un déferlement inconscient. Et comme même s'il y a plusieurs motifs qui font que chaque individu est prêt à partir, mais quand même, le fait que ça soit un phénomène déjà, dans la conscience collective et dans la représentation des jeunes, c'est quelque chose que je dois faire. Si je ne le fais pas, Douma Gor, Douma Djambar. Et quand, par rapport à la question que tu disais tout à l'heure, quand au niveau des familles, on regarde la personne, que tous tes amis, tous tes camarades sont partis, Goriep, dem nañu réussir, tu vois ce que ça donne. J'ai fait une interview avec un homme marié. Il me dit, chaque fois que je me couchais la nuit, ma femme me disait que Goriba yep dem nañ outibé tekki nañ indiwaan nañ sen kër, en faisant référence à des gens qui sont partis en Europe et justement qui sont devenus riches, entre guillemets. Chaque fois, c'est sa femme qui lui disait ça. Chaque fois, quand il y a une mésentente entre eux, la femme n'hésitait pas à lui dire ça. Et un jour, il a décidé de partir. Et malheureusement, il n'a pas pu réussir. Il est reparti encore, il n'a pas pu réussir. Et vous voyez souvent ce que ça donne. D'accord. Ouais. Ce que vous avez expliqué là, ça explique qu'il y a pas mal de traumatismes qui parfois abritent ces gens. Et comment ces expériences traumatisantes vécues pendant le processus d'immigration clandestine peuvent-elles affecter la santé mentale des migrants? Oui, vous savez, quand on a vécu
des chocs émotionnels extrêmement forts. Ça peut rester longtemps dans la conscience de l'individu, dans le subconscient de l'individu. Parce qu'il faut considérer que la blessure psychologique, elle peut être, selon les individus, extrêmement profonde. Nous pouvons vivre la même situation, mais ne pas percevoir les choses de la même manière, ne pas les ressentir de la même manière. C'est ce qui fait que certains vont développer des troubles de stress post-traumatique. D'autres vont développer le stress, d'autres vont développer la dépression. Vous voyez, c'est selon la capacité de résilience de l'individu. Et certains, durant toute leur vie, ce choc traumatique-là peut rester. C'est comme qui disait que l'événement se répète en permanence. Il y a des souvenirs qui sont toujours présents. C'est comme qui dirait que avec la mémoire traumatique, n'est-ce pas, l'individu ne puisse dépasser l'événement. L'événement est toujours présent et justement, la personne n'est plus, du point de vue relationnel, du point de vue des rapports sociaux, la personne n'est plus normale. Et ça peut arriver s'il n'y a pas une prise en charge psychologique adéquate. Et comment ces personnes-là qui ont été une fois candidats à l'immigration irrégulière peuvent aujourd'hui se faire suivre? Parce qu'ici au Sénégal, on a vu qu'on n'a pas cette culture d'aller voir un psychologue quand on a vécu certaines choses ou sociologue, quelque chose comme ça. Malheureusement, c'est une réalité parce que notre rapport à la dimension psychologique, c'est une dimension culturelle. Notre rapport avec la psychologie, ce n'est pas un rapport huilé. C'est-à-dire, l'individu peut accepter que je suis malade, ma tête me fait mal, mes yeux me font mal, voilà, mon cœur me fait mal. Je peux aller consulter de la manière la plus aisée. Je peux aller consulter par exemple un médecin. Mais personne n'accepte du point de vue psychologique, du point de vue mental, il est dérangé. C'est-à-dire le déni de réalité déjà constitue un blocage. Si tu vas à Fan, déjà on te dit que tu es fadof. Tu peux être accepté quand on te dit que tu es faible, sa bopp bi day metti da nga feebar, mais sa xel mi am na problème donc nangu. Donc ça c'est une représentation au niveau individuel et au niveau psychologique. Et pourtant, autant que le corps peut être malade, autant que le mental peut être malade. Mais la maladie mentale n'est pas considérée comme c'est un tabou à la limite. Vous voyez, alors que c'est une maladie comme toutes les autres maladies. Autant qu'il peut y avoir un dérangement d'ordre physiologique, autant qu'il peut y avoir un dérangement d'ordre psychologique. Mais nous, dans notre perception de tous les jours, le dérangement d'ordre psychologique, il ne faut pas l'admettre parce qu'on va dire que tu es fou. Ce qui fait que les gens n'acceptent même pas d'aller à Fan. Quand on t'amène une fois à Fan, même au niveau de la famille ou même au niveau de l'entourage, dañ ko yóbbu woon Fan. Donc dañ ko yóbbu woon Fan, même si tu es guéri, tu restes toujours traumatisé parce que on va continuer à te regarder comme quelqu'un qui est malade. Alors que quand tu vas, par exemple, dans un hôpital, tu te soignes, tu es guéri, tout le monde accepte que tu es guéri. Maintenant, quand tu vas à Fan, même si tu es guéri, on ne va pas accepter que tu es guéri, on te considère toujours comme un malade mental. Vous voyez? Donc ce choc-là va toujours continuer. Le regard qu'on a sur toi, ça sera toujours un regard de jugement, un regard de dépréciation, un regard dévalorisant, parce que tu es une fois parti voir un psychologue ou bien un psychiatre. Vous voyez ce que cela donne? C'est pourquoi, autant que l'individu peut, il va refuser d'aller consulter un psychologue.
Le fait même toi-même, même si on ne te dit pas, le fait que toi-même tu te dis, mais attends, je vais aller voir un psychologue. Tu commences à dire, est-ce que donc je suis une personne normale si je dois aller voir un psychologue? Est-ce que je ne suis pas fou? Alors que la maladie mentale n'est pas que la folie. Elle peut être d'une souffrance psychologique, d'un traumatisme vécu. Parce que autant que la personne, si tu as un choc d'ordre physique, ça peut faire une plaie, excusez-moi. Ton bras peut se casser. Donc tu dois prendre du temps pour se soigner et guérir. Autant que quand tu as un choc traumatique aussi, ça fait une plaie. Ça fait un choc traumatique. Ce choc-là, tu dois prendre du temps justement pour aller voir un psychologue pour aider, pour que tu guérisses le plus rapidement possible. Certains maintenant développent une certaine résilience. Dans le temps, ça devient normal. Mais certains ont besoin d'être aidés, ont besoin d'être accompagnés pour pouvoir en tout cas retrouver leur situation initiale de santé mentale. D'accord. Ouais. Merci beaucoup, Rebecca. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis et de nous donner un peu de votre temps. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Merci. Merci. Merci beaucoup.